Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Les 6 membres de la direction du PCI, qui, selon la tradition communiste, forment le piquet d'honneur autour du cercueil d'Enrico Berlinguer, fixent l'horizon sans ciller. Ce 12 juin 1984, au siège du PCI, rue des Boutiques Obscures à Rome, un flot incessant de militants communistes rend hommage à leur secrétaire général, décédé la veille des suites d'une hémorragie cérébrale qui l'a frappé en plein meeting à Padoue. Ainsi commence le nouvel essai de Hugues Lepage. Il est l'invité de LCR ce soir. Siamo nel 56. Come sapete, il protagonista del film è Ennio, redattore dell'Unità, giornale del Partito Comunista Italiano. Ma perché in Italia c'erano i comunisti? Certo. I comunisti non vivevano solo in Russia. Azione! J'ai tout fait pour produire ce film. C'est le projet le plus important de ma vie. Voglio lasciare Giovanni, ma non ne sono capace, non ci riesco. Parliamo di tutto, di politica, di cinema, di lavoro, di tutto tranne che di noi due. Tua madre produce il film di un altro regista. La scena che stai girando fa male al cinema, lo capisci? Credo che si sia fidanzata. Emma ti ha detto almeno come si chiama? Non aspettiamo suo figlio? Non ho figli. Giovanni, stare con te è diventato sempre più difficile. Ma io sono così faticoso come dice mamma? Beh, insomma, diciamo che con te uno ha sempre la sensazione di camminare su una corda tesa. Musica! Chiamo Martin Scorsese. No. Quale scena d'amore? Questa è una scena in cui parlate di politica. Ma chi se ne frega della politica? Questo è un film d'amore. Notre rendez-vous est confirmé chez Netflix. In questo film manca un momento what the fuck. Pouf! What the fuck? Voilà, bande-annonce de Vers un avenir radio. Bonsoir Hugues Lepage. Vous l'avez vu ce film? Bien sûr, je l'ai vu plusieurs fois. Je considère d'ailleurs que c'est sans doute le meilleur film de Nanni Moretti. Ah, mais à ce point-là? Ouais. Oui, je pense que c'est la synthèse de tous ces films. Ouais. Depuis le début jusqu'au dernier, c'est là sans doute qu'il se retrouve. Et d'ailleurs, la fin qui est sans doute une des plus belles fins dans l'histoire du cinéma, c'est vrai, avec tous les... il y a son geste peut-être d'adieu provisoire. Mais tous les comédiens qu'il a appréciés se retrouvent dans ce défilé. Donc c'est un film merveilleux qui aussi... donne la possibilité à la politique d'être heureuse. Ouais, elle est émouvante cette fin, c'est vrai, je m'en souviens. Il a la nostalgie du PCI, quand même, Nanni Moretti lui-même, quoi. C'est quand même un auteur, un cinéaste engagé. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Le cinéma italien et les communistes italiens vont bien ensemble à une époque. Ah oui, on peut dire que les communistes italiens exerçaient ce qu'on appelle une sorte d'hégémonie culturelle sur le pays, et que la plupart des cinéastes des années 60 jusque dans les années 80 étaient soit membres, soit très proches du Parti communiste italien, comme d'ailleurs la grande majorité des écrivains et des gens de théâtre. Oui, c'est vrai. On va en reparler, notamment du lien avec les artistes. Je voudrais quand même un mot sur Éric Hazan, qui nous a quittés la semaine dernière. Alors lui, il est français, c'est un éditeur très engagé qui vient de nous quitter. C'était l'éditeur de La Fabrique. Vous l'avez rencontré plusieurs fois? Oui, j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs débats avec lui. C'est un homme assez exceptionnel qui a un parcours incroyable. Il est d'abord médecin. Et ensuite, il relance une maison d'édition qu'avait créée son père pour finalement créer cette maison d'édition qui s'appelle La Fabrique et qui était un peu le successeur de Maspero, c'est-à-dire ce sont des livres engagés, radicaux, qui mettent en cause la société, qui sont parfois des brûlots d'ailleurs, mais qui sont toujours des livres qui interrogent d'une manière très intelligente la société tout en la critiquant. Et Hazan a imprimé sa marque à cette maison d'édition. Par ailleurs, il était lui-même écrivain. Il a écrit des livres magnifiques sur Paris, sur les luttes populaires à Paris, sur les barricades de Paris notamment. Ça va nous manquer. Oui. Alors, retour en Belgique, les impressions nouvelles, et on repart tout de suite pour l'Italie, impressions nouvelles pour l'éditeur évidemment. Et vous ouvrez le livre sur un enterrement. J'ai lu un court extrait au début, celui de Berlinguer,
Il a été secrétaire général, c'est le secrétaire général du PCI, on va dire, hein, celui qui est le plus connu, en tout cas, de 71, 72 à 84, c'est bien ça? C'est ça, oui. Ouais. Pourquoi commencer par la fin, si je puis me permettre? Mais parce que probablement, même si on ne s'en rendait pas compte au moment même, l'enterrement de Berlinguer représente peut-être aussi l'enterrement du Parti communiste italien de ses dernières espérances. Quelques années près, quoi. Il va disparaître 7 ans plus tard. Mais, en 91, c'est ça. Oui, rétrospectivement, quand on voit ce défilé, j'y étais, j'ai assisté à ces funérailles, il y avait 2 millions de personnes dans les rues de Rome, il y a un sentiment presque déjà de nostalgie, ou en tout cas la manifestation d'une appartenance qui dépasse la politique. C'était un parti communauté qui était dans la vie des gens. Et on sent que quelque chose est en train de s'éteindre là, même si c'est plus facile à dire aujourd'hui qu'au moment même. Mais je pense que ça a cette valeur symbolique, oui. Vous parlez d'un communisme démocratique, ça va dans ce sens-là? Tout à fait. C'est le communisme démocratique, c'est Berlinguer qui le définissait. Ce secrétaire général avait, au fond, inventé une sorte de communisme différent. C'est ce qu'il revendiquait toujours, la différence communiste, qui est l'héritière d'une tradition. Il y a derrière lui Gramsci, Togliatti, qui ont été très importants dans, je dirais, la fabrique de ce concept de communisme démocratique. Il a été différent de tous les autres partis communistes qui ont existé, et c'est en cela qu'il m'intéressait particulièrement. On vient de voir le visage très connu de Gramsci. C'est vrai que voilà, beaucoup de gens connaissent cette photo. Ça reste quand même la figure titulaire du PC. C'est le créateur, plus ou moins, c'est le pour créateur, le dire simplement. Pardon. Oui, c'est le créateur qui va au fond écrire son œuvre en prison, puisqu'il est, il est emprisonné à partir de 1926 par le fascisme. Et des lettres magnifiques. Hein. Oui. Il a écrit près de plus de 2000 pages, ses cahiers de prison, où il élabore une série de théories. On ne va pas entrer dans le détail de ces théories, mais je dirais, il me semble très important sur 2 choses. C'est que sans doute le penseur de la gauche qui a le plus réfléchi au phénomène, comment est-ce qu'on pouvait développer une bataille révolutionnaire en Occident, à l'époque où il ne se déroule qu'en Orient, notamment en Union soviétique. Et avec une société civile qui était déjà bien organisée. Et c'est bien pour ça qu'il estime qu'il faut mener la bataille différemment qu'elle a été menée en Union soviétique, où il reconnaît et salue la victoire de 1917, de la Révolution et de Lénine, mais il estime qu'en Occident, il faut se battre autrement. Et notamment se battre sur le plan culturel. Il appelle ça se battre contre, emporter les casemates. Il dit, au fond, la bourgeoisie, le capitalisme peut se manifester par la violence, mais le plus important, c'est qu'elle se manifeste en obtenant le consentement de tout le monde, en faisant que ces valeurs deviennent quasi naturelles, et c'est ça qu'il faut combattre. Et donc, pour ça aussi, et c'est ça qui le distingue beaucoup d'autres théoriciens marxistes, c'est qu'il va donner une place déterminante aux intellectuels, et donc favoriser le débat. Alors là, on est en 2024. Il y a eu les élections européennes. C'est étrange, d'ailleurs, je trouve, de parler du PCI. Aujourd'hui, vous allez me dire d'ailleurs pourquoi, après je vous poserai la question, pourquoi vous avez écrit ce livre en ce moment. Alors là, c'est Giorgia Meloni qui attire tous les regards, évidemment, à la tête d'un parti post-fasciste, on peut le dire. Hein, elle n'a jamais renié le fascisme en tant que tel. Fratelli d'Italia, elle était ministre de la jeunesse, je crois, chez Berlusconi, oui. Et elle a la subtilité d'englober à la fois l'extrême droite et le centre droit, ce que beaucoup font. Alors, elle vient des quartiers populaires, elle n'arrêtait pas de le dire, de la Gabartella, que vous connaissez sans doute à Rome. Qu'est-ce qui reste des idées communistes, des idées de Gramsci, de Berlinguer, aujourd'hui en Italie? Écoutez, je pense qu'il n'en reste pas grand-chose, ou alors c'est d'une manière souterraine. Dans les classes populaires, je veux dire. Pardon? Dans les classes populaires. Je pense qu'il, pour l'instant, le problème, c'est que le Parti communiste n'a pas eu d'héritier. Il y a eu des partis qui se sont succédés après sa disparition, son autodissolution, assez étrange d'ailleurs, mais qui ont tout de suite, je dirais, pris une direction plutôt social-libérale et qui ont abandonné les quartiers populaires. Et ça a provoqué d'ailleurs une crise de la gauche italienne dont elle ne se remet toujours pas. Il y a eu aussi une sorte d'effacement de la mémoire alors que ce parti occupait, même s'il n'a pas occupé le pouvoir central, il occupait une position centrale dans la société italienne. Ouais. Ce qu'on n'a pas dit, parce que l'émission est très courte, il faut lire le livre, parce qu'il c'est toute une histoire, toute une épopée presque. Hein. Le fascisme est passé par là, évidemment, Mussolini, etc. Et c'était très tendu. La République de Salo, enfin bref, tout ça.
De quoi les Italiens aujourd'hui sont-ils le plus nostalgiques quand on voit un peu les intentions de vote, tout ça? Du communisme ou du fascisme? Alors, en ce qui concerne le néofascisme, ils ne sont pas nostalgiques, ils s'en sont véritablement emparés pour une large partie de l'électorat. On a vu une marche il n'y a pas longtemps à Milan, je crois, impressionnante, quoi. Alors, il y a aussi, c'est vrai qu'il y a une résistance, l'esprit de l'antifascisme est préservé. C'est celui qui est, au fond, est à la base de la constitution italienne, qui a été adoptée par tous les partis démocratiques au lendemain de la guerre, en particulier par le Parti communiste italien, mais par tous les autres partis. Il reste évidemment des traces de ce combat antifasciste qui est revendiqué aujourd'hui par une partie des intellectuels et aussi par une partie des différentes classes populaires. Oui, aujourd'hui encore. Oui. Mais politiquement, il est clair et évident, et les élections de 2022 l'ont démontré, et je pense que les élections européennes vont en faire de même, c'est que ce néofascisme, ce post-fascisme, vous l'avez dit, qui tente d'allier la droite traditionnelle libérale avec les néofascistes, c'est une idée qui est en train de triompher en Europe. Ouais. Pourquoi faire un livre aujourd'hui? Vous avez commis un film, comme on dit, il y a quelques années déjà, le temps passe vite, mais c'était Il fare politica. Oui. Mais aujourd'hui, pourquoi un livre sur le PCI qui est mort depuis 1991? Oui, on peut se demander, il est mort il y a 33 ans, pourquoi revenir là-dessus? Je pense pour deux raisons. La première, c'est que ça me semblait intéressant d'analyser ce phénomène politique tout à fait unique, exceptionnel, qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire politique. De ce parti communiste d'Europe occidentale. Au lendemain de la guerre, 2 250 000 membres. Aucun parti communiste n'a réuni autant de membres volontaires, en tout cas. Il y avait des pays où il valait mieux être membre du Parti communiste. Ouais. Ici, ce sont des adhésions volontaires et une grande participation politique. Donc c'est un point. L'autre point, c'est que je pense, en dépit de cet effacement de la mémoire dont je parlais, c'est qu'il reste aujourd'hui un certain nombre de leçons à retenir de ce que ce parti a tenté de faire. Il a été battu politiquement, mais sur le plan des idées, il répond, à mon avis, sur 2 ou 3 plans à des questions qui restent essentielles pour une gauche européenne largement en déshérence. Donc il faut garder ça en tête. On arrive à la fin de l'émission. Tout ça est dans le livre extrêmement bien documenté. Je dois le dire, c'est édité aux Impressions Nouvelles. Vous avez un coup de cœur. C'est Velibor Kolic qu'on a reçu ici d'ailleurs. Exactement. J'ai lu ce livre avec énormément de plaisir Guerre et pluie. Kolic est un de ces écrivains qui a adopté la langue française et qui la réinvente d'une manière extraordinaire. Et puis il raconte sa trajectoire, embrigadé en 1992 dans les forces bosniaques et croates. Il ne songe qu'à une chose, c'est à déserter, parce que c'est un poète et qu'il hait la guerre. Je pense qu'un hymne à la désertion aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend sur les développements des va-t-en-guerre, ça fait du bien à lire et c'est intéressant à analyser. Et en plus, c'est un livre magnifique au niveau de l'écriture. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, L'héritage perdu du Parti communiste italien, et c'est aux Impressions Nouvelles. Merci beaucoup. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir. Merci.